messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Questions d'actu. Une poignée de main et l'idée est lancée en 2016 à Abuja par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président nigérian de l'époque Muhammadu Buhari. 6800 kilomètres de tuyaux, 13 pays traversés, 25 milliards de dollars. Et 10 ans après la poignée de main d'Abuja, le gazoduc Nigeria-Maroc franchit une nouvelle étape politique majeure avec la signature hier à Freetown qui fait du gazoduc Nigeria-Maroc bien plus qu'un projet d'infrastructure. C'est un test grandeur nature de la capacité de l'Afrique de l'Ouest à se doter d'une politique énergétique commune. Et c'est aussi en soi un coup géopolitique assumé contre l'Algérie. Tout est réuni pour en faire l'un des grands récits économiques du continent. On parle d'un marché de 400 millions de consommateurs, une promesse d'industrialisation, d'électrification et de sécurité alimentaire pour des pays qui en manquent cruellement. Et de l'autre côté, une Europe qui, depuis 2022, cherche des alternatives au gaz russe et regarde avec un intérêt renouvelé ce continent africain longtemps resté hors radar énergétique des Européens. Et un Maroc qui se projette à l'extrémité du corridor en hub énergétique entre l'Afrique et le monde. La promesse est large et les chiffres le sont tout autant, sachant que ce marché régional est appelé à compter 600 millions de consommateurs d'ici 2050. La volonté politique se confirme donc après cet accord intergouvernemental de la CEDEAO signé hier. La prochaine étape est celle de la décision finale d'investissement qui est visée pour la fin de cette année de 2026. Les travaux, eux, ne sont annoncés qu'à partir de 2028 pour des premières livraisons en 2031. L'histoire, justement, de ce projet est aussi celle d'un temps long. Alors ce soir, nous creusons ce chantier continental pour comprendre ce qu'il changera pour les 13 pays qui viennent d'y engager leur signature. J'accueille justement plusieurs experts ce soir pour bien comprendre les tenants aboutissants de ce projet gazier de grande ampleur. D'abord avec moi en plateau, l'expert international en énergie, directeur général de South Petroleum, Lalbi Wasrine. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous depuis Paris, Amaury de Féligonde, cofondateur d'Ocan Partners. Bonsoir Amaury de Féligonde et merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame, merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions et se joindre à nous cette fois depuis Londres. Jérôme Moussari, directeur général de Sustainable Partnerships Limited. Bonsoir Jérôme Moussari, bienvenue à vous dans Questions d'actu. Donc, c'est l'actu, très grosse actualité hier à Freetown, donc en Sierra Leone, Lalbi Wasrine. C'est une nouvelle pierre dans cet édifice qu'est le gazoduc Nigeria-Maroc. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que change cet accord intergouvernemental des pays de la CEDEAO dans le processus d'élaboration d'abord de ce projet et surtout de mise en œuvre, d'opérationnalisation de ce projet? L'accord d'hier, en fait, la signature d'hier, c'est une étape clé d'un long processus qui a démarré il y a 10 ans. Mais au fur et à mesure, effectivement, le projet prend forme, il se concrétise de plus en plus. 10 ans, pour certains, c'est beaucoup, mais pour d'autres, c'est tout à fait logique dans la dimension du projet. On parle d'un gazoduc de 6800 km, d'investissement de 25 milliards de dollars. Donc c'est tout à fait logique que... Et puis une autre dimension assez intéressante, c'est que le passage par 13 pays différents donne toute la complexité de ce projet. Parce que qui dit passage par 13 pays, ça veut dire qu'il faudra un engagement ferme et politique des États qui vont être engagés dans le processus pour avoir leur aval et pour donner de la crédibilité au projet. Ça montre également que le projet a effectivement sur les pays qui va traverser une issue économique et sociale qui est reconnue par les États concernés. Et ça donne également un gage de confiance pour les futurs bailleurs de fonds qui vont financer le projet, comme vous avez indiqué sur la présentation qui est prévue sur la fin d'année,
ça donne une gage de confiance que le projet est viable, que le projet a les atouts et les appuis nécessaires de la part du politique pour son aboutissement final. Et à mon avis, c'est ça le tout, l'intérêt grandissant de la signature d'hier à Freetown, de cet accord intergouvernemental sur le projet du gazoduc, maintenant qu'il y a un nom, Afrique Atlantique, donc c'est peu transatlantique, mais Afrique Atlantique. Oui, alors on va y venir justement à cette question des investisseurs, mais avant, au vu de votre expérience, Jérôme Oussari, en Afrique, votre expérience dans ce genre de projet d'infrastructure, pourquoi cette étape est-elle importante? La signature intergouvernementale des pays de la CEDEAO et donc leur engagement pour ce projet Afrique Atlantique ou gazoduc Nigeria-Maroc. Oui, merci. Je pense que tout d'abord, tout commence à partir du moment où on peut transférer une intention politique dans un acte posé, comme celui de cette signature. Réunir 13 signatures d'États voisins pour un projet de cette taille, c'est assez extraordinaire. Et je pense qu'il faut vraiment féliciter les États signataires. Et c'est une étape nécessaire, mais pas suffisante. Il reste bien sûr énormément à faire. Mais sans accord IGA, intergouvernementaux, on n'a pas la pierre de base pour vraiment construire. Monsieur Larbier a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que ça fait 10 ans qu'on essaye de faire ce projet. Et en fait, les méga-projets de cette taille, comme il le souligne, parfois toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Il semble qu'aujourd'hui, elles le soient davantage. Et quand on y pense, aujourd'hui, que ce soit le Maroc ou ses voisins, il y a une véritable volonté d'industrialisation en Afrique, si on compare il y a 10 ans. Le gaz est établi aujourd'hui comme un carburant de la transition énergétique qui vient très bien en complément avec les efforts du Maroc sur le renouvelable. Et puis on voit aussi qu'il y a une volonté réelle d'intégration aujourd'hui des acteurs africains. Donc ce projet gazoduc qui relie aujourd'hui, qui prévoit de relier le Nigeria au Maroc, c'est bien plus qu'un gazoduc, c'est un véritable écosystème qui se met en place avec une vision d'intégration africaine. Aujourd'hui, je pense que les conditions sont réunies. Effectivement, nous allons aussi, bien sûr, nous projeter dans l'après-gazoduc. Est-ce que ce gazoduc va apporter au-delà de l'énergie, au-delà d'un simple débouché des matières premières produites en Afrique vers d'autres pays? Mais avant, vous avez parlé des conditions réunies et aussi on a évoqué ce point important des investisseurs. Qu'est-ce que cela... Comment un investisseur Amaury de Féligonde regarde-t-il, avec quel œil regarde-t-il ce genre de signature telle que celle de Freetown hier pour justement pouvoir se faire, je ne dirais pas une idée, mais en tout cas si ce projet est bancable ou pas? Écoutez, merci pour votre question. Nous, on a la chance chez Ocan d'accompagner un certain nombre de projets de gazoduc, de gas to power, donc de valorisation de ce gaz africain, que ce soit en Mauritanie, au Bénin ou ailleurs. Et la réalité, c'est qu'au-delà de la très bonne nouvelle que représente la signature de cet accord intergouvernemental à Freetown, il reste des questions assez majeures sur la mise en œuvre opérationnelle. On a des études techniques qui vraisemblablement sont finalisées. On a cet accord politique. Ce sont d'excellentes nouvelles, ce sont des pas en avant très importants. Mais aujourd'hui, il reste plusieurs risques. D'abord, le risque de financement. Est-ce que le projet est réellement bancable? Est-ce qu'on va trouver des investisseurs qui vont prendre le risque? Est-ce qu'on va trouver des acheteurs pour mettre en place ce qu'on appelle des contrats de take or pay? Est-ce qu'on a des tarifs qui sont adéquats et qui vont permettre de rentabiliser ces infrastructures? On rappelle qu'on parle ici de plus de 25 milliards de dollars d'investissement. Et donc, tout ça est une première grosse question. La deuxième grosse question, évidemment, c'est les risques de construction, de mise en œuvre opérationnelle. On parle de 13 pays. Il va falloir coordonner tout ça. On parle de routes terrestres, de routes maritimes également, ce qui est assez complexe d'un point de vue technique. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui demeurent sur un projet qui a fait de gros progrès sur les 10 dernières années, mais qui doit encore passer un certain nombre d'étapes pour précisément, comme vous le dites, pouvoir passer
dans les comités d'investissement des différents investisseurs et des différents financiers qui vont mettre des produits de dette, des produits de garantie sur ces différents tronçons de ce gazoduc. Et donc, c'est la question qui va être posée dans les mois à venir. On parle d'une décision finale d'investissement d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est, Amaury de Féligonde, pour qu'on comprenne, pour que nos téléspectateurs aient une idée concrète de ce que c'est qu'une décision d'investissement, et comment cela marche-t-il réellement quand il s'agit d'un projet aussi important, qui pèse quand même 25 milliards de dollars? Alors, c'est une excellente question. Et pour faire un peu de pédagogie, en fait, c'est un petit peu comme quand vous voulez acheter une maison et la faire rénover, n'est-ce pas? Vous allez vérifier avant cela que vous avez les moyens, donc que vous avez les rentrées d'argent qui vont vous permettre d'aller chez votre banquier, lui dire je vais acheter ce bien immobilier pour quelques dizaines de milliers de dirhams ou quelques centaines de milliers de dirhams, j'ai tel salaire, j'ai tel revenu et donc je vais pouvoir payer tout ça. En fait, on va faire la même chose, on va dire ce gazoduc va coûter 25 milliards, le gouvernement marocain, telle et telle société vont rentrer au capital de la société de projet qui aujourd'hui est déjà prévue, dont le siège doit être à Casablanca, ils vont rentrer au capital, ils vont fixer un revenu, et ils vont fixer des coûts et en fonction de ça, ils vont voir s'il y a une rentabilité de ce projet et c'est de cette façon qu'on va pouvoir financer ou non ce projet. Voilà, pour faire un peu de pédagogie autour de tout ça. Effectivement, on va revenir aussi aux différentes formes d'investissement et aussi par rapport aux garanties des États, des 13 États donc qui font partie de ce projet, j'ai envie de dire, dans ce comité de direction qui compte quand même 13 États. Mais avant, Larbi Ouassrine, en tant qu'expert international en énergie, quand on parle il y a un rapport du Foreign Policy qui rappelle qu'un projet gazier, contrairement à un projet pétrolier, eh bien, il a besoin de sécuriser les ventes avant la décision finale d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre... Et pourquoi est-ce important de sécuriser la vente avant même le premier coup de pioche? Ça, c'est la question clé, la question fondamentale, parce que à quoi va servir ce gazoduc? C'est transporter du gaz, mais pour qui? Oui. C'est ça la question. Et à mon avis, j'imagine que les études dans ce sens ont été faites, mais on a déjà une idée sur les communications qui ont été faites. On dit que 15 millions de mètres cubes sont destinés au marché régional, c'est-à-dire aux pays eux-mêmes par lesquels va transiter ce gaz, c'est-à-dire depuis le Nigeria, passant par le Togo, le Bénin, le Ghana, le Côte d'Ivoire, le Sénégal, Sierra Leone, et puis les autres pays. Et puis les 15 millions, mètres cubes qui vont, les 15 milliards, pardon, oui. C'est entre le Maroc et l'Europe. Maintenant, si sur les 15 milliards, la première tranche, la première moitié va servir le marché régional africain de l'Ouest, ça, à mon avis, c'est une bonne chose. Il est déjà un engagement ferme de ces pays de transit d'acquérir ou de prendre une partie du gaz qui va transiter. Donc, voilà déjà une partie qui est sécurisée. Le Maroc lui-même, les projections, effectivement, on parle entre 5 et 10 milliards. Sachant que le Maroc est engagé dans un processus de transition énergétique pour favoriser les énergies renouvelables. Les premières estimations disaient en fait planifiées sur 10 milliards, mais à mon avis, c'est beaucoup de 10 milliards. On part plutôt sur 5 milliards de mètres cubes qui vont être absorbés par le marché marocain, surtout sur la partie production électrique. Dans l'espoir, effectivement, que le Maroc s'est engagé à sortir du charbon à l'horizon 2040-2045. Donc, probablement pour une bonne partie pour se substituer au charbon aujourd'hui qui constitue 60% de la production marocaine d'énergie électrique. Donc déjà, une bonne partie sera consommée par le Maroc. Maintenant, sur le reliquat qui va être exporté vers l'Europe, à mon avis, ça, on n'a pas encore d'idée, on n'a pas de décision. Qui va vendre, parce que finalement, c'est un gaz nigérien. Donc, est-ce que le Nigeria a entrepris les démarches pour trouver un acquéreur en Europe? Ça, je ne peux pas vous dire, mais je pense que les démarches ont été faites. Mais on n'a pas de communication précise pour nous dire que sur le volume qui va transiter par ce gazoduc, il y a 10 ou 15 ou 20 milliards
qui sont destinés au marché européen. Mais la demande est là, du côté du marché européen. Quand on voit la guerre en Ukraine, 2022, là on voit aussi qu'il y a des ruptures d'approvisionnement en ce qui concerne le gaz, notamment GNL. Est-ce que c'est aussi un complément au gaz GNL? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, l'Europe est importatrice de gaz sources oui. Depuis la crise, effectivement, entre la Russie et l'Ukraine, on a vu que l'Europe a cherché de trouver d'autres sources de son gaz. Et malheureusement, heureusement, on a trouvé que les États-Unis ont pris effectivement le relais avec beaucoup de GNL liquéfié qui a pris le relais du gaz naturel russe. Donc voilà aujourd'hui une opportunité pour ce gaz nigérien qui va prendre effectivement une part encore de la consommation. Quoi qu'on dise, parce que l'Europe s'est engagée, il faut le rappeler, l'Europe s'est engagée dans un processus de réduction sur sa consommation, de tout ce qui est énergie fossile, entre autres le gaz naturel. Mais malheureusement, paradoxalement, on constate que la consommation de gaz a augmenté, parce qu'il y a de plus en plus de besoins sur la partie énergie électrique, notamment pour les data centers. C'est-à-dire que même si on est à cette date de 2031 annoncée pour les premières livraisons, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas d'autre choix que d'avoir aussi encore recours à ce gaz qui lui sera exporté. Vu la part restante, parce que le communiqué il est clair, il dit que 15 milliards sont destinés au marché africain, les 15 milliards restants, c'est entre le Maroc et l'Europe. Oui. Donc à mon avis, la part qui peut rester pour le marché européen, c'est autour de 10 milliards. Et à mon avis, on peut très bien facilement écouler 10 milliards de mètres cubes par an sur le marché européen, comme j'ai dit, d'autant plus que la consommation est là, que l'Europe est en train encore de chercher de nouvelles sources pour sa sécurité énergétique gazière, en fait. Effectivement, en attendant les lettres d'intention, comme on dit, officielles et définitives, en tout cas, l'intention est déjà là. On l'a vu, notamment après le déclenchement de cette guerre en Ukraine. En parlant vraiment pragmatique, Jérôme Oussari, on parle de compagnies pétrolières et gazières occidentales qui restent, selon tous les experts, les acteurs principaux et dominants en Afrique, loin devant les groupes, par exemple, chinois. Quid des compagnies africaines? Est-ce qu'on pourrait aspirer à des opérateurs de projets ou seulement à un partenaire local de sociétés internationales plus capitalisées? Vous voulez dire le rôle des sociétés locales dans une telle entreprise, c'est bien ça? Absolument. Oui, je crois que c'est dans chacun de ces pays, effectivement, notamment au Nigeria, au Maroc, mais aussi dans les pays que traverse le tracé du gazoduc. Oui, non, c'est une question essentielle. Il y a souvent deux phases quand on regarde le contenu local. Il y a celle de la construction du projet, où on a besoin d'apporter beaucoup de matériaux et un savoir-faire qui n'est pas toujours disponible dans les pays concernés. Et puis ensuite, il y a l'opération de ces méga-projets sur des décennies où la création du contenu local est plus aisée. Cependant, dans ce projet-là en particulier, la création de l'écosystème étant tellement fondamentale pour soutenir la demande dont parle M. Larbi, je pense qu'il faut absolument planifier de manière latérale le projet et regarder même par pays quels sont les secteurs industriels qui vont pouvoir absorber la production de gaz, l'apport de gaz, comment ça peut bénéficier à leurs économies et comment leurs sociétés nationales peuvent se positionner pour monter en compétences. Je pense qu'un autre aspect essentiel, puisqu'on parle de partage de gaz aussi, une partie de la vente sera faite vers l'Europe. Il faut vraiment voir ce projet, on parle de gazoduc, mais pour moi c'est vraiment un écosystème du gaz. Et il faut vraiment insister sur ce point, parce que je vois que la relation avec l'Europe, ça doit être un pont à double sens. C'est-à-dire que d'un côté, oui, des industriels européens vont peut-être avoir besoin, comme pour les data centers, de plus d'énergie, c'est tout à fait vrai. Mais d'un autre sens, je pense qu'il y a aussi beaucoup intérêt à ce que ces industriels financent le projet d'une certaine manière, ou bien, au-delà du projet, financent l'écosystème. On voit aujourd'hui beaucoup d'industries, que ce soit les batteries, que ce soit la transformation, qui s'installe au Maroc, qui pourrait tout aussi bien se développer le long du corridor gazier. Et je pense que le rôle de l'Europe, dans on veut dire la balance des 15 BCM, c'est plus qu'un acheteur de gaz,
à mon sens, ce serait idéalement un investisseur également dans le projet et dans son écosystème. De là, un transfert de compétences avec les sociétés nationales qui peuvent venir soit en formation de joint venture, soit en complément dans l'écosystème. Il y a un vrai rôle de catalyste à faire jouer. Si la demande européenne vient s'ajouter au savoir-faire local des pays, je pense qu'on peut avoir un vrai effet de levier dans l'économie. On pourrait l'avoir, mais il s'agit de quick win aussi, c'est-à-dire est-ce que ça va être sur le long terme, après que l'écosystème soit déjà installé. Et on peut aussi soulever la question de l'écosystème. De quoi s'agit-il ? On parle des industriels, mais quel est le reste de cet écosystème ? Est-ce qu'il est purement industriel ? Quid de la logistique ? Quid du portuaire ? Quid du sécuritaire ? De quoi parle-t-on ? Vous adressez à moi ? Oui, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est la substitution de certaines énergies. Donc, on a parlé du charbon. Le gaz peut venir être un appui énergétique plus efficace dans l'énergie mix. C'est plus en accord avec la stratégie énergétique aujourd'hui du Maroc et de ses voisins. Je pense que la transformation industrielle reste une clé. On voit aujourd'hui la volonté, non seulement du Maroc, mais de la Mauritanie, de la Guinée en particulier, de transformer leurs produits miniers, au moins de faire une première ou même une deuxième transformation, d'essayer d'arriver petit à petit vers des produits finis. Et aujourd'hui, il arrive souvent que les pays riches en minerais ne soient pas riches en énergie et vice-versa. Effectivement. Donc, cet écosystème peut permettre, en fait, vraiment un véritable essor, je pense, de l'industrie, à ne pas oublier que le gaz n'est pas seulement un produit énergétique, c'est aussi une molécule qui peut servir à faire de l'engrais, qui peut avoir de nombreuses utilisations industrielles au-delà de son apport calorifique. Je pense que vraiment, ce sont les axes les plus importants. Et puis, au fur et à mesure qu'on va décliner l'écosystème possible, on va avoir un effet de levier de plus en plus indirect. Mais au départ, je pense que ça sera surtout centré sur la transformation industrielle et apporter une énergie peut-être meilleur marché qu'on a aujourd'hui dans certains pays de la côte atlantique africaine qui en sont démunis. Alors, vous avez parlé d'apport calorifique. Dernière question, Jérôme Oussari. Il y a l'apport calorifico-énergétique, il y a aussi un enjeu purement géopolitique. Je m'explique. Le précédent projet de gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie a mobilisé jusqu'à 2 milliards de dollars sans qu'aucun financement final n'a jamais été bouclé. Qu'est-ce qui, structurellement, selon vous, différencie ce projet de gazoduc Afrique-Atlantique ou Nigeria-Maroc, notamment en termes de montage financier, et qui en fait vraiment un projet viable et réalisable, contrairement à d'autres? Oui, alors je connais moins les autres projets, mais je pense qu'aujourd'hui, pour avoir travaillé au Sénégal, pour avoir travaillé en Guinée, notamment pour le développement du projet Simandou, je sais combien la problématique énergétique est cruciale. Donc, peut-être en parlant davantage peut-être de ce projet-là, comme je disais au départ, je pense que les conditions aujourd'hui sont réunies, car aujourd'hui, les pays africains du littoral atlantique ont une vraie volonté d'intégration et de développement de leur industrie. Les politiques font un agenda national, on va dire, qui reçoit beaucoup d'écho en termes de développer une souveraineté économique. Le problème, c'est que c'est difficile de développer une souveraineté économique quand on n'a pas forcément tout, à la fois l'énergie et les minéraux. Donc, on dépend forcément un petit peu plus de ses voisins. Et ce projet, je pense qu'il sera bancable justement en mettant en commun des ressources naturelles qui sont prolifiques, mais qui ont besoin d'être un petit peu rassemblées. Aussi avec la création de hubs, puisqu'on n'a pas besoin forcément toujours de développer ses propres infrastructures, mais aussi un aspect qu'on n'a pas encore mentionné, je pense, c'est la création d'un grand marché. Aujourd'hui, certains pays sont limités par la taille de leur marché, que ce soit pour la demande de gaz, mais aussi pour le marché des biens consommateurs. En intégrant ces marchés sur la façade du littoral africain, on arrive à créer un beaucoup plus grand marché. Et je pense que ça aussi, pour des investisseurs, c'est pas seulement financer un gazoduc, pour revenir encore une fois sur ce point, c'est pour entrer dans un marché commun qui sera, on va dire, soutenu par l'apport d'une énergie bon marché, au meilleur marché.
Merci beaucoup, Jérôme Moussari. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sustainable Partnerships Limited. Merci encore une fois. Je vous remercie. Et nous joignons tout de suite le consultant en domaine d'énergie depuis Paris, Olivier Ravel. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Donc nous avons discuté préalablement des contours de ce projet qui reste quand même l'un des plus importants dans l'histoire énergétique du continent africain. C'est quand même un des plus grands pipelines que compte le continent, si ce n'est le plus grand. Et là, on va peut-être parler du coût aussi. Je me tourne vers d'abord Amaury de Féligonde sur les économies que traverse le tracé de ce gazoduc Afrique-Atlantique, des économies très hétérogènes en termes notamment de notation souveraine. Est-ce que vous pensez qu'on peut structurer différemment la garantie d'un tel financement quand le risque politique n'est pas le même à Conakry comme il est à Lagos ou à Nouakchott? Ce qui me semble très intéressant, c'est qu'une partie de ce gazoduc existe déjà. Et donc, on a déjà un projet qui fonctionne, puisque entre le Nigeria jusqu'au Ghana, en passant par le Bénin, etc., on a aujourd'hui une portion du tracé qui a déjà été construit. Et donc, il y a déjà une ingénierie financière, il y a déjà eu des acheteurs, il y a déjà eu des tarifs qui se sont mis en place et qui permettent aujourd'hui de montrer que c'est un système qui fonctionne malgré effectivement la disproportion des économies. Quelle comparaison entre le Nigeria et le Bénin. Et donc voilà, ça fonctionne et nous, on a eu la chance de travailler sur un certain nombre de projets, notamment des projets de zone économique spéciale avec des industries qui sont assez énergivores, qui ont besoin de beaucoup d'énergie à des prix très bas. Et on a vu que ça fonctionnait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est énorme. Il a été annoncé que ce projet allait se faire par tronçon. Il y a un tronçon entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal qui doit se faire. Il y a un tronçon entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et petit à petit, tout ce projet de grande ampleur, puisqu'encore une fois, on parle de 25 milliards de dollars et on parle de 13 pays, on parle de 6800 kilomètres, va se faire. Il va probablement pas se faire d'un coup, il va se faire par tronçon et il va se faire par des espèces de sous-coopérations régionales qui vont permettre petit à petit de rejoindre le Nigeria et le Maroc et également d'utiliser entre le Maroc et la péninsule ibérique et l'Union européenne un gazoduc qui existe déjà, le gazoduc Maghreb-Europe, le GME, qui autrefois transportait du gaz entre l'Algérie et la péninsule ibérique via le Maroc, jusqu'à ce que l'Algérie, en 2021, décide de stopper ce transit par le Maroc. Donc, on a déjà des choses qui fonctionnent aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas inventer les choses, on ne va pas repartir de zéro. Absolument. Alors, Olivier Ravel, c'est intéressant parce que tout à l'heure, un point essentiel a été évoqué, c'est sur finalement l'apport d'un tel projet au-delà de l'électrification qui reste l'un des enjeux majeurs pour plusieurs pays africains. Il s'agit aussi d'industrialisation et avec notre invité Jérôme Moussari, on a évoqué ce concept d'écosystème qui vont littéralement se pluguer à ce pipeline, à ce gazoduc. On aimerait bien creuser la question avec vous sur d'abord un outil d'électrification africaine et aussi accessoirement une nouvelle route d'approvisionnement sur l'Europe, comme vient de l'évoquer Monsieur de Féligonde. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche parce que c'est un très grand projet économique, c'est un projet d'intégration économique. On a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission de la façon d'essayer de dérisquer de projet, de le bancariser, enfin de le rendre bancable. Il y a plein de façons différentes de rendre bancable ce genre de projet. On n'a peut-être pas parlé trop du fait que c'est un trajet qui est essentiellement offshore, avec, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, mais avec des petites liaisons individuelles, État par État, en dehors du Nigeria et du Maroc, qui vont tracer
de la branche majeure qui est offshore jusque la côte et desservir les économies locales. Mais absolument, la façon aussi de rendre fiable en termes de financement ce genre de projet, c'est de diversifier l'utilisation de ce gaz. On a parlé tout à l'heure en gros, sur 30 milliards de mètres cubes, il doit y avoir 15 milliards pour l'Afrique et 15 milliards pour l'Europe. Donc, on va dire, au départ, l'Europe va forcément financer un petit peu parce que pour eux, c'est une résilience supplémentaire. Ils ont perdu le pipeline, ils ont perdu le gaz russe. Donc, pour eux, en dehors du gaz norvégien qui est consommé à plein en ce moment, il y a eu cette polémique avec le gaz algérien qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Bon, pour l'instant, qui ne fonctionne pas trop. D'où le concours entre le pipeline qui passerait par l'intérieur des terres financé ou proposé par l'Algérie par rapport à ce projet-là. Mais l'autre façon, la plus importante, je dirais la façon de viabiliser ce projet, c'est de ne pas utiliser le gaz naturel seulement comme une molécule qu'on va brûler pour faire de l'électricité ou pour fabriquer d'autres énergies, mais comme un feedstock chimique pour lequel on va monter des hubs industriels sur la route qui peuvent desservir le Maroc, qui peuvent desservir les pays des COAS, qui peuvent desservir le Sahel, qui peuvent aussi tout à fait desservir le shipping atlantique, puisque l'une des façons d'utiliser ce gaz, c'est de le transformer en méthanol, et les nouveaux carburants que l'Union européenne veut favoriser pour des questions de transition énergétique, ce sont des méthanols, ce sont des marine fuels qui sont à base de méthanol. Donc ça, c'est une transition possible vers le e-méthanol. Il y a évidemment beaucoup de possibilités d'implantation le long de la côte d'électricité renouvelable, donc solaire et éolienne. Est-ce que vous pensez, je vous interromps rapidement juste sur cela, si l'infrastructure elle-même avait un avenir au-delà du gaz naturel, parce qu'il s'agit de transition énergétique et puis ce sont des projets vraiment au temps très long. D'ailleurs, les premières livraisons sont prévues d'ici 5 ans, si tout se passe bien. Est-ce que vous pensez qu'une telle infrastructure peut être utilisée pour transporter, par exemple, des molécules d'hydrogène vert ou des carburants de synthèse, comme le méthanol que vous avez évoqué tout à l'heure, qui seraient produits en Afrique de l'Ouest ou même au Maroc? Pour le transport à proprement dit, ce n'est pas possible parce que l'hydrogène est une molécule qui est très légère, qui passe à travers le maillage des métaux des pipelines qu'on utilise pour le gaz ici. Ça sera essentiellement du méthane. Donc, c'est pas possible. Ça sera d'autres pipelines qui sont construits différemment pour l'hydrogène. Par contre, la création de parcs industriels dont l'objet est la fabrication d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables et du gaz, ça c'est tout à fait réalisable. C'est une autre forme de l'utilisation du gaz comme feedstock et non pas comme énergie à brûler pour faire de l'électricité. Donc, et la troisième façon la plus importante, d'après moi la principale pour les pays des COAS, c'est de transformer une partie de ce gaz en ammoniac bas carbone. Et cet ammoniac bas carbone, c'est le produit qui est à la base de la fabrication de l'urée. Et l'urée est à la base de la fabrication des engrais azotés. Donc, vous savez bien sûr qu'au Maroc, vous avez une énorme société qui s'appelle l'OCP qui fournit de par l'Afrique et de par le monde des engrais phosphatés. À partir du moment où on commence à y adjoindre des engrais azotés, on va pouvoir créer un écosystème régional qui va trouver une forme de résilience, en particulier quand il est exposé dans les circonstances politiques actuelles de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, à une disponibilité supplémentaire pour les engrais azotés qui est tout à fait appréciable. C'est pour ça que je dis que c'est tout à fait important pour la région de pouvoir mettre en place non seulement le pipeline pour transporter ce gaz du sud vers le nord, en espérant qu'ils choisissent le tracé AGP, donc Atlantique gazoduc africain Atlantique. Mais il y a plein de valeurs ajoutées dans la transformation de ce gaz naturel le long du tracé. Et en particulier, je pense à un endroit tout à fait intéressant au Maroc, en particulier, c'est le port de Dakhla, qui est réalisé à 2 tiers aujourd'hui et qui pourrait véritablement servir
de plaque tournante pour l'implantation d'un tel parc industriel stratégique pour le Maroc. Quand je dis que ça peut aussi desservir les cargos et le marine fuel des cargos, c'est-à-dire les soutages des cargos, d'abord les soutages classiques, mais aussi les soutages à bas carbone. Ce pourrait être donc des cargos qui seraient à destination de l'Europe, puisque l'Europe impose des réglementations qui leur dictent la façon de pouvoir faire fonctionner les moteurs sur ces cargos-là. Donc, pour revenir sur le départ, il y a la façon de valoriser les molécules qui dérisque en fait l'avenir financier du projet en lui-même. L'autre façon de dérisquer l'avenir de ce projet, c'est la façon dont il a été construit et pensé en termes de tracé. On a essentiellement une branche principale qui est une branche offshore avec des petits traits qui amènent ensuite le gaz sur chacun des pays. Alors la raison est, on n'en a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, c'est que tout le gaz ne viendra pas du Nigeria. Il y a tout un tas de découvertes de gaz déjà en cours ou qui vont monter en puissance, en particulier en Mauritanie, en particulier au Sénégal et au Ghana, qui sont en fait des gaz qui existent déjà, certains d'entre eux sont exportés sous forme de LNG, qui vont retrouver tout leur sens dans une circulation par pipeline, qui est moins cher à exporter. Exact. Nous allions y arriver maintenant. Alors, merci Olivier Ravel de m'avoir facilité la transition pour, justement, j'allais évoquer cela avec mon cher Albi Wasrine, c'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, le Nigeria est un géant de production d'hydrocarbures, notamment de gaz en Afrique. Il y a aussi d'autres pays qui sont de nouveaux producteurs, pour ne citer que le Sénégal et la Mauritanie, et peut-être aussi le Maroc. Oui, le Maroc peut-être, quoique jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé de gros gisements. Oui. Tout ce qu'on a aujourd'hui au Maroc, c'est le projet qui a été développé par Sound Energy, qui a été cédé au groupe Managem, dont la production estimée qui va démarrer au 4e trimestre 2026. La première production est estimée à 100 millions de mètres cubes par an, mais qui peut être ramenée sur une seconde phase du projet à 400 millions de mètres cubes par an. Mais c'est vrai, ça reste encore limité. Rien que pour vous donner une idée sur la consommation aujourd'hui, sur la partie électrique et la production électrique, on est aux alentours de 900 millions de mètres cubes par an aujourd'hui qui sont consommés par les centrales électriques de l'ONE. Donc, on ne couvre même pas le 10% du besoin actuel du Maroc. Je rappelle juste pour revenir à certaines choses qui ont été dites sur la partie production électrique. C'est vrai que sur le trajet, on a beaucoup parlé sur la partie électrique parce que sur la zone ICOAS, sur la zone CEDA aujourd'hui, le taux d'électrification, il est à peine 57%. Oui, et ça dépend des pays. Là encore, c'est hétérogène. Ouais. Exactement, c'est très disparate. Le Maroc, on est à 99, quelques, presque à 100%, mais sur toute la zone, la moyenne, c'est 57%. Ça vous donne effectivement l'idée des efforts importants qui va être déployés pour ces pays pour ramener progressivement la production d'électricité à un niveau plus acceptable au niveau mondial. Je rappelle que l'année dernière, la Banque mondiale et l'UFIM avaient organisé un forum à Dar es Salaam pour mobiliser des fonds pour la partie électrique. Moi, je pense personnellement que l'initiative du port africain qui est sur Dar es Salaam peut très bien contribuer effectivement au financement de gazoducs qui finalement va contribuer à l'amélioration de l'accès à l'électricité des populations africaines. Parce qu'il faut bien avoir l'esprit, quand on voit aujourd'hui, les carences africaines aujourd'hui se trouvent sur plusieurs chantiers. Mais un des chantiers les plus importants, c'est l'infrastructure. Et parmi ces infrastructures, c'est l'infrastructure énergétique. On ne peut pas faire de développement économique, on ne peut pas faire de développement social si la population locale n'a pas un accès facilité permanent. Parce que c'est vrai, parfois vous trouvez des centrales électriques qui travaillent et qui tournent 2 heures par jour ou 3 heures par jour, ce n'est pas du tout suffisant. Alors que c'est là, effectivement, l'ambition globale de faire progresser ce taux d'électrification de la région. Et je rappelle juste que ce gazoduc va donner naissance à d'autres projets en parallèle. Et effectivement, quand vous faites du gaz pour produire de l'électricité, il faut transporter cette électricité. Et je rappelle que le Maroc et la Mauritanie avaient lancé l'année dernière un projet d'interconnexion électrique entre le Maroc et la Mauritanie.
Cette interconnexion électrique allait effectivement joindre le pôle Power West Africa, qui est le pôle des pays de l'ECOWAS, que l'électricité marocaine va rejoindre un réseau électrique de 14 pays différents. Donc voilà un travail, un gazoduc qui va contribuer à l'intégration africaine sur toute la région ouest-africaine, pas seulement sur la partie gaz, mais également ça va nous conforter sur cet effort de commerce interafricain qui était jusqu'à présent très faible. Et malheureusement, l'essentiel du commerce africain se fait au-delà de la frontière africaine, mais pas interafricain. Ce projet va contribuer à améliorer ce commerce interafricain, va générer des projets interafricains, parce que tout à l'heure, on a évoqué la partie des travaux et l'intégration locale. Moi, j'imagine que sur la partie travaux, la société qui avait développé le projet va insister auprès des entreprises pour qu'il y ait une intégration locale, pour qu'il y ait des entreprises locales qui vont faire l'essentiel, à moins qu'il y ait des expertises qui ne sont pas sur place, pour que le matériau local soit privilégié, pour que les compétences africaines soient privilégiées également. Oui. Et là, également, ce n'est pas seulement un gazoduc, c'est un projet d'intégration et de développement local qui va faire, à mon avis, rayonner toute la partie ouest-africaine. Alors, ce serait bien aussi qu'il révèle de nouveaux montages financiers africains. Je me tourne vers Amaury de Féligonde. Si plutôt qu'un financement classique par les DFIs, par les bailleurs de fonds multilatéraux, pourquoi on ne penserait pas aussi à des types de montages financiers africains ou même des fonds souverains, par exemple de pays de Golfe ou des capitaux panafricains? Est-ce que vous pensez le financement, ce genre de financement, une piste réaliste? Alors déjà, si je comprends bien la façon dont ce projet va être structuré, il s'agit non pas de financer l'intégralité du gazoduc d'un bout à l'autre, du Nigeria à l'Europe, si je puis dire, mais de financer des tronçons. Oui. Donc, on a quelque chose, un objet qui est plus petit que les 25 milliards. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, vu les montants en jeu, qui vont être de plusieurs milliards, peut-être 10 milliards de dollars, il va falloir se gratter la tête et être un petit peu innovant et mettre en place des financements qu'on appelle des financements hybrides, avec une partie des financements qui vont pouvoir être apportés par les États, notamment les États du Nigeria, les États du Maroc et les États par lesquels va passer ce gazoduc. Ça va être également des financements des sociétés qui portent aujourd'hui ce projet. Donc on parle de l'ONIM au Maroc, on parle de la NNPC au Nigeria. Ça va être pour les fonds propres également un certain nombre de fonds d'infrastructure, de fonds souverains ou fonds publics du Maroc, la caisse des dépôts, ce genre voilà, le fonds Mohamed VI, etc. Ça peut être le fonds souverain nigérian, les fonds souverains des pays que ça va traverser. Ça va être aussi un mix de dettes, avec des dettes bancaires, avec des dettes islamiques, peut-être, oui, et avec un apport également des différents bailleurs de fonds du Golfe, le fonds de l'OPEP, qui a déjà financé une partie des études pour plusieurs dizaines de millions d'euros, et divers fonds islamiques qui ont financé toutes les études à date. Donc voilà, il va y avoir un financement hybride et puis il y aura très probablement une participation d'un certain nombre de clients, parce qu'au-delà de ces financements, il va falloir trouver des clients clés, des clients cœurs. Mes collègues parlaient tout à l'heure des grands énergéticiens au Maroc qui vont acheter une partie de ce gaz pour remplacer le charbon à terme. Ça va être également des contrats de long terme qui vont être apportés par un certain nombre de clients européens. Voilà, c'est la conjonction de tout ça qui va permettre, on l'espère, d'ici la fin de l'année et dans les années à venir, de financer ces différents tronçons en dérisquant ces différents projets. Alors, pour terminer, on va peut-être se projeter aussi dans le futur. On va faire un petit rappel historique. Donc, je le disais, 2016, avec ce lancement officiel du projet par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président nigérian de l'époque, Muhammadu Buhari. Cette photo, bien sûr, historique a été prise lors de la signature du protocole d'accord et sur le lancement officiel de ce projet. 2017,
début des études techniques. 2018, signature de l'accord de coopération Maroc-Nigeria. Je ne vais pas citer toutes les dates, il y en a eu beaucoup, jusqu'à juillet donc 2026 avec la signature intergouvernementale de cet accord intergouvernemental des pays de la CEDEAO qui de facto s'engage, Olivier Ravel, s'engage dans ce projet. Quelle est la prochaine étape de faisabilité de l'opérationnalisation de ce projet de gazoduc Afrique-Atlantique? Alors, sans aucun doute, la prochaine étape financière, c'est ce qu'on appelle, en termes d'ingénierie, on appelle ça le FEED, c'est-à-dire ce sont les études de faisabilité et de conception initiale qu'on définit en général en 3 étapes, à chaque fois réduisant la fourchette haute et la fourchette basse des estimations des coûts. Une fois qu'on arrive à la définition la plus précise possible de cette faisabilité et de la conception initiale, c'est la décision finale d'investissement. Aujourd'hui, ce protocole d'accord, cet accord intergouvernemental, c'est un accord intergouvernemental qui encadre le projet. C'est une avancée que je qualifierais de juridique et d'institutionnelle. Ce n'est pas une avancée économique, ce n'est pas une avancée en termes de financement. Mais c'est une avancée aussi politique, au-delà de juridique et institutionnel. Absolument. Là, on voit qu'il y a une volonté politique. Et je pense que là, en termes de faisabilité et de changement d'échelle, c'est le feu vert politique est très, très essentiel dans ce genre de projet. Il est excessivement essentiel, surtout quand on est en train de parler de 13 États de l'Afrique de l'Ouest qui ont des frontières contiguës. Je mentionne quand même, parce qu'il faut être très précis, que de ce que je sais, la Mauritanie doit encore signer formellement cet accord. Exact. Et le Maroc aussi. Le Maroc aussi, parce qu'on ne fait pas partie de la CEDEAO. La Mauritanie s'était retirée de la CEDEAO. Le Maroc a déposé son dossier de candidature à la CEDEAO, qui est toujours en stand-by. Mais effectivement, le Maroc et la Mauritanie vont signer un accord, justement parce qu'ils ne font pas partie de la CEDEAO. Merci de le rappeler, cher Olivier Ravel. Et en fait, peut-être en conclusion, c'est un projet dont il faut être vraiment fier. On est en train de parler quand même d'un pipeline de 48 pouces. Pour donner un ordre d'idée, le pipeline historique qui mouvementait les réserves russes vers l'Europe de l'Ouest, qu'on appelle qui a été construit au milieu des années 50 et qui mesurait une longueur moins longue que ce que mesurera ce pipeline-là. C'était un pipeline qui mesurait entre 17 et 40 pouces. C'est une réalisation majeure. C'est un pipeline qui est colossal en termes de réalisation technique et d'ingénierie qui va être mise en place. Donc, d'après moi, la faculté qu'on va avoir, effectivement, comme indiqué votre invité, de découper en petits morceaux, et c'est déjà le cas. On va commencer par faire des tracés Maroc, Mauritanie, Sénégal, des tracés Ghana, Côte d'Ivoire, parce que justement, on va connecter des champs qui sont d'ores et déjà en exploitation pour ramener ces réserves de gaz, certaines d'entre elles étant exportées sous forme de LNG. Une fois que ces champs arrivent dans un potentiel de développement de leur profil de production, les molécules de gaz supplémentaires seront amenées à se joindre aux réserves principales nigériennes, qui sont évidemment les plus importantes. Mais c'est aussi... Enfin, plus importante, mais il y a une grande partie de ce gaz nigérian qui est brûlé à la torche, au gaz flaring. Alors, malheureusement, ce sont les gaz qu'on appelle associés, c'est-à-dire quand on exploite le pétrole, on va certainement aussi exploiter du gaz qui va être en partie dissous dans ce pétrole, ce qu'on appelle le gaz, enfin le wet gas. Et ce gaz, effectivement, part souvent en torchère quand on n'arrive pas à en avoir l'utilisation. S'ils avaient construit plus de trains de LNG, je pense qu'ils vont essayer forcément de valoriser ces réserves de gaz de la façon la plus intéressante possible. Économiquement parlant, même le pipeline à longue distance, c'est la meilleure façon de valoriser des très grosses réserves de gaz. C'est ce qu'a fait la Russie, c'est ce que va faire le Nigeria. Exact. Un mot de la fin, Larbi Ouasrine, pour clore en une minute. Il faut saluer la persévérance pour ce projet. Il faut saluer l'initiative de Sa Majesté et du feu Mohamed Bouhari pour lancer un projet qui va fédérer
les compétences africaines depuis Abuja jusqu'à Rabat. Et je pense aujourd'hui, avec le temps, on est en train de découvrir la pertinence de ce projet qui dépasse de loin l'aspect bilatéral Maroc-Nigeria, mais qui va fédérer 13 pays. En plus, et ça on l'a oublié, on va fédérer également des pays du Sahel qui n'avaient pas accès à la mer, avec un accès à ce gaz, notamment le Mali, le Burkina et puis après le Niger. Voilà donc un projet qui va fédérer, qui va faire profiter de la coopération africaine un ensemble de pays qui étaient par le passé, effectivement, pas éloignés, mais qui n'avaient pas accès à cette possibilité d'accès facile à cette source d'énergie qui est le gaz naturel. Et un dernier mot justement sur le rôle, ça a été évoqué à très juste titre par Olivier Ravel, du port de Dakhla. On a un autre port qui est Nador Ouest. Et cette complémentarité, le rôle de Dakhla qu'on voyait plus comme un port plutôt commercial, mais aussi dans l'énergie. Quel rôle est appelé à jouer Dakhla Atlantique? Moi, je pense que c'est prévu dans le tracé marocain. Oui. Là, il y a une partie qui va être en offshore, mais l'accès à la terre va se faire effectivement au niveau du nouveau port de Dakhla. Effectivement, ça peut constituer un point de sortie, un point d'export, par exemple, pour les exportations du gaz. Oui. S'il y a des excédents, avec possibilité de construire des stations de liquéfaction du gaz naturel pour pouvoir exporter après. Donc voilà plusieurs possibilités pour le Maroc, effectivement, de profiter de ce gazoduc, que ce soit pour ses besoins propres, ou pour que le Maroc soit, à mon avis, ça également c'est une opportunité majeure, que le Maroc soit non pas seulement un consommateur de ce gaz, mais une plateforme régionale du gaz, que ce soit par le transit, mais également par le stockage, et les possibilités pour l'exporter par d'autres clients autres africains. Olivier Ravel, avant que je donne la parole à Amaury de Félimonde, rapidement, je vous voyais lever la main pour réagir. Beaucoup de molécules qui peuvent être fabriquées à partir du gaz naturel. Et véritablement, j'insiste beaucoup sur l'ammoniac, enfin le chemin ammoniac, urée, engrais azoté d'un côté, et le chemin méthanol et carburant pour les bateaux, parce que la géographie de ce port de Dakhla est très intéressante. Elle est sur le trajet Amérique latine-Europe, elle est sur le trajet Moyen-Atlantique pour le commerce transatlantique. C'est quand même un emplacement assez idéal. Très bien. Alors justement, on a parlé des enjeux stratégiques pour le Nigeria, des enjeux stratégiques pour le Maroc. Qu'en est-il des enjeux stratégiques pour les 11 autres pays du tracé Amaury de Félimonde? Écoutez, il y a un fort enjeu puisque ces dernières années, je dirais ces 15 dernières années, il y a eu beaucoup de découvertes de gaz, notamment en Mauritanie, on y travaille, au Sénégal. Je reviens de Guinée-Conakry où un certain nombre de permis d'exploration ont été délivrés, où apparemment Eni commence à se placer. Donc évidemment, il y a pour tous ces pays un vrai enjeu sur le gaz. À un moment stratégique, le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Il y a eu l'Ukraine, il y a une Europe qui est en train de rechercher une diversification par rapport à la Russie, évidemment, d'où elle importe encore 15 ou 20% de ses ressources en gaz. Il y a évidemment le Maroc qui essaie de se placer en interface. Et donc, on a aujourd'hui un moment idéal. Maintenant, et au risque de passer un peu pour un rabat la joie, tout ça est très réjouissant. Comme le disait mon collègue Olivier tout à l'heure, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique, mais maintenant, il faut opérationnaliser, il faut finir les études, il faut regarder les coûts, il faut regarder s'il y a vraiment un modèle économique qui se dégage pour voir si cette grande vision, si cet grand enthousiasme va se transformer effectivement en un pipeline qui sera rentable et qui pourra porter tout ce développement économique que chacun appelle de ses voeux, que ce soit au Maroc ou dans chacun des pays qui vont être traversés par ce gazoduc, on espère. Exactement, et qui profitera essentiellement, et on le souhaite, d'abord aux économies et donc eux aussi aux populations de ces pays. Je voudrais réitérer mes remerciements à tous mes invités. Je commencerai par l'Albi Ouasrine qui est avec moi en plateau. Merci encore une fois, c'est l'Albi. Merci à vous aussi, Olivier Ravel, consultant en domaine d'énergie, d'avoir été avec nous ce soir. Et mes remerciements vont également à Amaury de Félimonde, cofondateur de Can Partners. Merci encore une fois, monsieur de Félimonde. Merci, madame. C'est la fin de cet épisode Question d'actu. Très bonne soirée à tous.
Merci.